Inexorablement, un projet tech grandit. À mesure que les utilisateurs augmentent, tout le reste doit suivre. Avoir plus d'utilisateurs signifie mathématiquement plus de serveurs et donc une complexité technique qui s'ajoute, plus de fonctionnalités et donc une code base de plus à créer et à augmenter, et plus de cas particuliers et donc plus de bugs à corriger. Il faut donc gérer la croissance de la code base, de l'infra et forcément de l'équipe tech. Mais alors, comment adresser tous ces sujets en même temps? Peut-on n'en faire progresser qu'une seule partie? Et surtout, comment ne pas subir cette croissance? Pour répondre à ces questions de pouce, je ne reçois pas Jack et son haricot magique, mais on peut dire qu'il a la main verte. Guillaume, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors, je suis Guillaume Hubert, je suis jardinier. Non, je suis software architecte chez 360 Learning. Avant ça, j'ai 20 ans de carrière de développement dans des petites boîtes, dans des plus grosses boîtes, chez Thales, chez GE Healthcare et chez Criteo. Mais du coup, au final, tu disais effectivement pour la vanne que tu étais jardinier, mais est-ce que ce boulot de software architecte, c'est pas un peu un boulot de jardinier de logiciels? Oula, il va falloir que je trouve la métaphore. Parce qu'au final, tu vois, il faut que tu arrives à faire grandir un logiciel, une équipe, il faut que tu sais, tu mets un tuteur, tu peux faire des greffes, des pouces, des machins, enfin tu vois, C'est magnifique. on peut faire plein de choses quoi. J'aime beaucoup. Je vais rentrer voir mes équipes demain et puis je vais trouver, je vais les planter, je vais les tutorer. Comme ça. C'est une bonne idée. Donc effectivement, tu as bossé sur des projets d'assez grande envergure, sur notamment Criteo et 360. Donc tu as vu effectivement des projets qui grandissent fortement. Tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de ces différents projets que tu as vu grandir? Ok, ouais. Alors, donc chez Criteo, c'est une boîte de pub. C'est ceux qui font les bannières de pub qui vous suivent de site internet en site internet, hein, toujours pour le plus grand plaisir, pour vous rappeler qu'il faut à tout prix que vous achetiez ce produit que vous avez mis dans votre panier. Et le principe de la pub en ligne, c'est donc il y a une partie trackers où on récupère en fait, on suit donc tous les mouvements que les utilisateurs ont fait sur les sites commerçants. Donc voilà, justement, j'ai mis un produit dans mon panier, j'ai consulté tel produit, j'ai regardé les œuvres entières sans rien mettre dans mon panier. Et après, il y a une partie qu'on appelle publisher, où on est sur les sites web, et là, sur les sites web qui vendent de la pub. Et donc sur les sites web qui vendent de la pub, quand le site charge, il appelle en fait tous les sites web, parce qu'il n'y a pas Criteo, hein, donc il y a tous les sites qui leur vendent de la pub, en leur disant, voilà, j'ai cet emplacement publicitaire à vendre, pour telle personne, il est à tel endroit, il fait telle place, voilà, hop, j'ai le carré en haut, la bannière, j'ai le truc tout en bas qu'il faut scroller pour le voir, donc qui va être moins cher, j'ai un bandeau vertical, j'ai un fond d'écran. Et tout ça, il envoie ça chez les différents vendeurs de pubs. Et là, il y a un timer qui se déclenche et il y a une vente aux enchères. Et la vente aux enchères, il faut compter qu'on a 50 millisecondes, à peu près, 100 millisecondes pour répondre, pour donner un chiffre. Dire voilà, je suis prêt à acheter cet emplacement publicitaire pour telle somme. Donc là, derrière, il faut imaginer donc, tous les calculs qui sont faits derrière chaque serveur pour répondre, forcément trouver la bonne valeur. Si on répond trop bas, on n'a pas le site internet, donc on n'a pas d'argent. Si on répond trop haut, là, c'est le moment où on brûle son cash. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et après, on a encore 100, 200 millisecondes pour générer la bannière publicitaire correspondante et l'afficher. Donc là, en termes d'échelle, plus on est rapide, et plus on gagne de l'argent, parce que si on répond trop longtemps, si on fait sauter le time-out, on ne vend rien, donc on ne gagne pas d'argent. Et en termes d'échelle, bien sûr, plus on est ouvert à une clientèle large, et plus on a des chances de pouvoir vendre. Donc chez Criteo, l'échelle classique, c'était de dire, quand on est sur un site publisher, c'est à peu près 1 million d'événements par minute, donc, qui sont traqués. Non, ça c'est quand un site advertiser, donc c'est
un site web, un site de e-commerce. Et quand on est sur un site publisher, où là, on doit afficher des bannières de pub, il faut compter 1 million d'événements par seconde. Donc ça fait... Ça commence à faire du volume de... Ouais, ça fait beaucoup de requêtes. C'est souvent... c'est ce qu'on observe en tout cas, c'est le moment où les technologies classiques commencent à craquer. Parce que du coup, quand tu es sur le site de celui qui t'envoie de la data pour traquer les événements, ça au final que tu traites l'événement en quelques millisecondes ou quelques secondes, ça c'est pas trop grave, faut juste pouvoir absorber le flow. Donc 1 million par minute, j'ai envie de te dire, ça se gère. C'est beaucoup, mais ça se gère, tu vois ce que je veux dire. En revanche, le 1 million par seconde où il faut répondre en 50 millisecondes plus générer la pub en 100 millisecondes, là effectivement, il faut commencer à cracher de la perf, quoi. Ah ouais, c'est le vrai défi. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, il y a vraiment deux philosophies différentes. Il y a une philosophie, on est sur le site advertiser, donc on doit processer, mais on n'est pas tant pris que ça par le temps, quoi. En fait, il faut faire de l'analyse, il faut éviter de perdre des événements, parce que si tu commences à perdre le fait que l'utilisateur ait acheté son produit, là tu tombes dans la bannière de pub qui te poursuit, alors tu as déjà acheté le produit, donc c'est hyper énervant. Les gens ne cliqueront jamais parce qu'ils ont déjà acheté leur produit. Mais voilà, mais tu dois construire, en fait, préparer ta donnée. Donc, il y a beaucoup d'événements qui arrivent, tu dois préparer ta donnée. Mais ça va. Et tu as la partie advertiser, où là, il faut afficher, il faut répondre très très vite. Et là, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut répondre des bonnes valeurs. C'est là que l'argent se joue énormément. Ouais. Et sur 360 Learning, du coup, les effets d'échelle que tu as rencontrés, c'était sur les mêmes types de sujets, un volume de trafic? Alors, oui, ça a commencé. Alors, c'est à la fois. Finalement, il y a deux points. Il y a le volume de trafic et il y a le volume de données. Parce que ce que je n'ai pas expliqué dans le site publisher, c'est qu'on récupère des données, on récupère énormément de données, mais après, il faut en faire quelque chose. Et donc, forcément, on peut le stocker, on stocke, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut en faire quelque chose. Et plus il y a de données qui arrivent en entrée, et plus il faut la gérer. Chez 360, donc 360, c'est une plateforme de e-learning, c'est un SaaS de RH, de training assez classique. Très bien. Mais voilà, où on est forcément sur une échelle de données qui n'a rien à voir. On est dans B2B, et là, l'idée, c'est qu'en tant que professionnel, je dois aller passer mes formations. Voilà. Donc, ce qui se passe chez nous, alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est que dans les sites de retail, donc typiquement Criteo, ça correspond à un site de retail, les pics de trafic, c'est le Black Friday. C'est Noël, c'est les soldes. Là, tout le monde sur le pont. Il y a une portion énorme du budget qui passe forcément pendant ces fêtes-là. Chez 360, c'est le site de formation. On est encore très français. On s'ouvre à l'international, on est encore très français. Donc, ce qui fait qu'au mois d'août, on n'a pas de trafic. Tout le monde est en vacances. On tombe à moins 50%. Les serveurs, ils sont froids. Et par contre, à la rentrée, là, il y a toutes les formations qu'il faut faire, obligatoires à faire. C'est toujours à ce moment-là que ça se rafraîchit, qu'il faut retourner dans ces formations. Et donc, on a le pic de trafic qui arrive en fin septembre, début octobre. On est en plein dedans. Donc, par contre, en termes d'échelle, on n'est pas du tout au même niveau. Quel problème on va avoir pour revenir à ta question. Quel problème on va effectivement quand même avoir des problèmes de collision de trafic. Donc, quand il y a beaucoup de personnes qui se connectent en même temps, ça fait beaucoup de trafic en même temps sur les serveurs. Donc là, c'est des problèmes de throughput. Il faut répondre vite. On ne répond pas assez vite. Les requêtes s'empilent et on finit par faire des erreurs 500. Et le site tombe. Ce n'est pas une expérience utilisateur très intéressante. Les autres problèmes qu'on a à côté, et ça, c'est des problèmes qu'on découvre plutôt avec l'âge de la boîte et avec la croissance de la boîte. Ce qu'on a avec la croissance de la boîte, c'est qu'on arrive à avoir des clients de plus en plus gros. Donc, on est content parce qu'on peut taper des marchés de plus en plus gros, des clients de plus en plus gros qui payent de plus en plus. Et de la même façon, on a aussi une boîte qui vieillit. On a une boîte qui a 10 ans maintenant. Donc on cumule de la donnée en fait, depuis 10 ans. Donc on a nos bases de données dans lesquelles on n'a jamais trop intéressé à faire le ménage. En plus, d'un point de vue, quand on est en B2C, on a GDPR, on a toutes les lois sur les cookies qui nous dit que vous pouvez garder la donnée pour les utilisateurs, mais pas trop longtemps. La règle, souvent, c'est 1 an. Il faut garder la donnée pendant 1 an. Après, il faut la supprimer, arrêter d'utiliser. En plus, quand on est dans le retail, les produits que tu as achetés il y a 5 ans, ça n'influence plus ce que tu achètes maintenant. Quand on est en boîte sur B2B, là, la donnée, c'est comme si les GDPR, la donnée, c'est pas à nous, la donnée, c'est au client.
Donc, par contre, on garde la donnée du client tant qu'on est client. Ton site tes formations que tu as dû faire obligatoires, le fait que tu as passé la formation secouriste quand tu es arrivé dans la boîte, la formation sur harcèlement sexuel, cela, on ne peut pas se permettre de dire au bout d'un an, bon maintenant, on a oublié ça. Donc on les garde aussi longtemps qu'on a nos clients. Donc on a des données et des clients qui sont très fidèles, qui sont depuis 10 ans, donc on a de la donnée depuis 10 ans. Donc on se retrouve maintenant à avoir une quantité de données, et ce qui est rigolo qui craque, c'est que c'est le plus énervant qui craque, c'est le code qu'on a implémenté qui marche très bien, on ne touche pas à ce code, il est hyper facile, et maintenant on nous appelle pour dire que ça ne marche pas. Donc, mais non, je n'ai pas touché à mon code il marche très bien, en plus j'étais sur ma machine, ça marche très bien, qu'est-ce qui se passe? Et bien, ce qui se passe, c'est que mon code, par exemple, calculait la moyenne des notes des utilisateurs sur le training, le nombre de trainings passés, le temps passé à faire des trainings. Donc ça, c'est calculé en temps réel, parce que je charge la donnée qui est dans la database, et voilà. Mais ça, quand maintenant je le charge sur 10 ans de données, ça maintenant quand je le charge sur un client qui arrive et qui fait 100 000 utilisateurs, eh ben, ça marche nettement moins bien. Et ça time out. Alors du coup c'est intéressant parce que tu as du coup deux expériences de passage à l'échelle qui sont effectivement très différentes sur des problématiques différentes. Et ce que je retiens en fait c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il y a un moment ça craque quelque part. Et du coup alors avant de décreuser un peu de manière très technique tous ces différents endroits où ça peut craquer, quand on parle de scalabilité, effectivement on a tendance à imaginer ce que connaissent des Facebook et des Google. Il y a plein de confs où tu vois les CTO de ces grandes boîtes qui racontent leur quotidien et tu te dis mais c'est colossal le nombre de données qu'ils traitent à chaque seconde. On imagine en fait uniquement ça, ce volume de trafic qui augmente. Toi, avec ton expérience sur les différents sujets, quand tu parles de scalabilité, pour toi, ça couvre quoi? Ça couvre quoi? Si je reviens sur la définition, la scalabilité, c'est vraiment c'est la mise à l'échelle. Je ne sais pas si c'est un terme français à l'origine, mais c'est la montée de ma boîte ou de mes services comme ça, au fur et à mesure que quelque chose augmente. Donc c'est soit la donnée qui augmente, soit le trafic, le nombre d'utilisateurs, le nombre de clients, le nombre de compagnies, que ce soit l'unité qu'on prend, ça augmente. Donc quand tu disais tout à l'heure en disant quoi qu'il arrive, il y a des problèmes de scalabilité. En fait, non. Mais on aimerait bien. L'objectif de la boîte, c'est qu'on arrive à ce genre de problème, quoi. C'est d'ailleurs le risque, c'est que des fois on se dit, il faut que je me prépare à une scalabilité incroyable. Et en fait, derrière, si ton business il n'augmente pas de 30, de 20, de 50% par an, tes problèmes de scalabilité, peut-être que tu n'en auras pas et qu'il faut se contenter de son pain quotidien. Ça suffira. Et donc, c'est ce qui fait que on a toujours envie de se confronter à ces problèmes de scalabilité. Moi, je les prends souvent comme exemple de l'over-engineering, où tu as des startups qui se créent et qui commencent déjà à concevoir des solutions, de se dire, quand j'aurai 10 millions de clients, il faut que ça tienne. Et je trouve que c'est plus que la charrue avant les bœufs, c'est construire une centrale nucléaire avant d'avoir une ville, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est ça l'attrait, en fait, c'est que c'est lié à un succès du projet que tu es en train de construire? C'est au moins une bonne partie, on va dire. C'est vrai que d'abord, il y a la partie succès, il y a la partie c'est ce qu'on vit depuis des années, depuis le succès de la Silicon Valley, depuis que le software is the world et qu'on a vu justement l'explosion des FAANG et de ces boîtes-là. Elles ont toutes explosé parce qu'elles ont augmenté en taille, parce qu'elles ont augmenté en nombre de requêtes. On prend l'exemple d'Uber. Uber, c'est un trou financier incroyable depuis 10 ans peut-être. Mais ça a grossi dans le fantasme de se dire à un moment ça va être assez gros pour apporter de l'argent. Et donc on était vraiment dans ce fantasme là de dire il faut grossir et à un moment ça va rapporter de l'argent. Ça coûte très cher de grossir, mais à un moment on va être assez gros et ça va rapporter de l'argent. Donc la partie oui, je veux travailler dans une boîte qui a des problèmes de scalabilité parce qu'elle va grossir et qu'elle va devenir une grosse success story. Oui, si on arrive dans une boîte et qu'on dit t'inquiète pas, on est pépère, on va pas bouger, ça va être la même chose pendant des années, c'est moins sexy. Après, il y a la partie attrait technologique, parce qu'effectivement, quand Google, LinkedIn, Meta, etc., ils arrivent avec des nouvelles technologies, parce qu'ils ont dû inventer d'eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes surdimensionnés, c'est super sexy. On sait en plus que c'est
c'est des super développeurs, il y a là-bas des grosses têtes incroyables qui ont développé des nouvelles technologies. Nous, on est des développeurs, on adore les nouvelles technologies, on adore les nouveaux outils. On arrive, faut prendre ça, faut y aller. Je vois. Et alors, du coup, la scalabilité, c'est un sujet qu'on entend, dont on entend beaucoup parler au travers, effectivement, comme tu le dis, de ces Facebook, Google, LinkedIn et compagnie. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de... Tu vois, quand tu regardes le cloud, aujourd'hui, on a l'impression que tu mets un autoscaling et tes serveurs, ils se multiplient à mesure que ton trafic augmente. On pourrait se dire que ça suffit, en fait. Du coup, je multiplie mes bases de données à mesure que ma donnée grandit, je multiplie mes serveurs à mesure que mon trafic augmente, et puis c'est géré, en fait. Alors des fois c'est le cas. C'est pour ça que la base, et je pense que je vais le répéter à d'autres moments, hein, c'est vraiment les risques d'over-engineering, et c'est vraiment optimiser avant d'avoir le problème, optimiser avant d'analyser, avant de monitorer. Parce que oui, souvent, eh bien, je fais de la scalabilité horizontale, donc je rajoute plus de serveurs, et je suis capable comme ça de digérer plus de trafic. Ça marche. Si on parle en termes de QPS, de queries par seconde, de requêtes par seconde, ça marche assez souvent. Elle arrive assez souvent. Il arrive aussi à un moment où ça marche plus. Où le nombre de requêtes qui rentrent, en fait, il peut y avoir des aspects exponentiels. Par exemple, un truc qu'on a observé chez nous, c'est qu'une requête qui rentre chez 360, elle cause 5 requêtes en database. Parce qu'on va prendre une requête, on va vérifier, ok, est-ce qu'il y a les droits d'accéder. Je vais prendre l'utilisateur, je vais récupérer son compte. Maintenant, je vais faire un autre appel pour récupérer son training. Maintenant, je vais faire un appel pour mettre à jour telle valeur. Donc, ça fait 5 appels. Donc, si je multiplie mon trafic par 10, il faudrait, en théorie, que je multiplie mon nombre de serveurs Mongo par 50. Donc là, ça marche. Mais en termes de coût, justement, la scalabilité, c'est l'idée qu'en termes de coût, si je augmente mon trafic par 10, je n'augmente pas mes coûts par 10. Tout le principe de croissance des SaaS, tout le pari qu'on fait sur les SaaS, c'est de dire que en fait, je suis en train d'investir sur une solution qui marche pour une plateforme, pour un client, et en fait, si je multiplie par 10 mes clients, je n'augmente pas mon coût par 10, mon coût par 2, et donc j'ai mon gain qui fait x5. Donc d'un point de vue juste scalabilité horizontale, juste se dire, je mets plus de serveurs, ça marche, financièrement, au bout d'un moment, ça cale. Après, il y a des points où juste mettre plus de serveurs quand finalement la requête met plus de temps, ça change rien. Si je reprends mon exemple tout à l'heure de mes requêtes en DB qui ont juste de plus en plus de données à traiter, si j'ai 10 fois plus de données à traiter, je mets 2 fois plus de serveurs. De toute façon, c'est un CPU qui est en train de calculer la donnée. Lui, il s'en fout qu'il y en ait 10 autres à 10 fois plus à côté. Donc là, pour aller 10 fois plus vite, il faut des serveurs qui vont 10 fois plus vite. Donc là, on passe en scalabilité verticale. Donc on met des ordinateurs plus puissants. Le problème, c'est que les ordinateurs plus puissants, c'est beaucoup plus cher. Donc si tu mets un ordinateur qui est 2 fois plus puissant, il est souvent un peu plus que 2 fois plus cher. Et quand tu rajoutes en plus le fait qu'il y a une limite, pendant des années, on a finalement pas eu cette limite parce que tous les ans, on avait des serveurs qui étaient 2 fois plus rapides, on avait 2 fois plus de processeurs de RAM, de capacité, des processeurs qui allaient 2 fois plus vite. Donc finalement, ça allait. Ça a coûté cher, mais ça allait, c'était toujours possible. Et maintenant, on sait qu'on a plafonné à ce niveau-là, pseudo-plafonné. On ne monte pas aussi vite, on monte tout beaucoup plus doucement. On s'est retrouvé, nous, chez 360, à avoir nos serveurs de database qui étaient sous l'eau. Donc pendant des années, on disait, on prend la génération d'au-dessus, on paye plus cher, et puis comme ça, on passe le pic dont je parlais tout à l'heure de la rentrée. Et puis on s'est retrouvé l'année dernière à dire, le pic de la rentrée, on est en plein dedans, et ça s'écroule, tout le monde râle, ça s'écroule, donc on va prendre 2 fois plus cher. Et on a vu déjà que c'était 2 fois plus puissant, mais que c'était pas 2 fois plus cher, que c'était 3 ou 4 fois plus cher, donc on a commencé à faire la gueule, à venir nous voir, ouais, vous êtes sûr. Donc il a fallu que le CTO dise, oui, on est sûr, malheureusement. Et en plus, on s'est rendu compte que c'était à peu près le plus cher qu'on pouvait nous vendre, quoi. Il y avait peut-être la marge pour une au-dessus, qui était encore nettement plus chère, mais qu'on était... qu'à un moment, il faut envisager autre chose, quoi. Ça ne marchait plus, ou alors les factures allaient être telles qu'on allait couler la boîte.
Et donc, du coup, une fois que tu as exploré la croissance horizontale et verticale, il te reste quoi? Tu peux juste... il faut repenser tout ton logiciel, toute ton architecture pour que ça circule différemment. C'est quoi la solution? Alors, il n'y a pas le... Donc, il n'y a pas l'arme absolue, la silver bullet qui fait que, bon, maintenant je sais que ça ne marche pas et j'y vais. Mais il y a la décomposition du problème, en fait. Il y a plus, je pense, justement, de solutions qui me disent, maintenant, je vais faire telle action qui fait que tout va marcher. Pendant un moment, dire, genre, mettre 2 fois plus de serveurs, bah, ça marche. C'est-à-dire que j'avais plein d'appels différents, quel que soit l'endroit dans le code, dans sa rentrée, où on me disait, bah, ça marche plus, parce qu'il y a trop de requêtes, il y a trop de gens qui attendent. Donc, 2 fois plus de serveurs, pour tout le monde, c'était pareil, c'était résolu. Maintenant, ça marche plus, quoi. Donc maintenant, il faut regarder à peu près requête par requête, chemin par chemin, quels sont les problèmes. Nous, on a mis exactement ça en place, c'est-à-dire qu'on a mis un dashboard là, de monitoring où on a tiré toutes nos requêtes et on a cherché les plus lentes, on a cherché celles qui étaient appelées plus fréquemment, on a cherché près des histoires de ratio, justement. Celles qui sont appelées fréquemment doivent être rapides, celles qui sont appelées lentement peuvent être lentes, mais jusqu'à quel point, etc. Et après, c'est une par une. Ouais. Mais donc, du coup, tu étais quand même déjà sur une logique de te dire... Parce que quand tu parles de requête, c'est-à-dire que tu parles de la requête entrante d'un client ou de tes requêtes vers ta base de données? Alors, ou vers des API ou des microservices que tu auras en interne? Alors, au début, c'est la requête... Enfin, le point d'entrée, c'est la requête du client. Parce que ce qui compte, c'est ce que le client vit, c'est ce qu'il en subit. Alors, tu ne peux pas te retourner en disant, moi, ma requête chez moi, ça va, quoi. Moi, je le vois, que ça va bien chez moi. Le point de vue qui est important, le point de vue qui fait rentrer de l'argent dans ta boîte, c'est le point de vue du client. Donc, c'est ça qu'il faut traquer en premier. Il faut regarder, d'un point de vue de mon client, est-ce que lui va avoir une expérience agréable ou est-ce que tout va ramer. Après, une fois que tu as repéré ton API, ta route d'entrée du client, tu veux dire c'est celle-là qui pète, enfin c'est celle-là qui est extrêmement longue, c'est là que tu peux la découper. On va forcément beaucoup parler de database parce que... c'est un goulot d'étranglement en général. C'est très souvent un goulot d'étranglement. On sait quand on regarde des problèmes de performance, on va avoir des problèmes de CPU. Il y a beaucoup de calculs qui sont faits et c'est très lent. Il y a des problèmes de mémoire. On sauve plein de trucs et ça ne tient pas en mémoire. Il y a des problèmes de bandwidth. On essaie de faire passer plein de choses sur les câbles Internet et ça ne rentre pas. Des problèmes d'écriture en fichier peut-être, comme ça. Mais très souvent, bien sûr ça... Je grossis le trait, mais très souvent, on fait pas du machine learning avec des trucs de CPU super compliqués. Si on fait pas du jeu vidéo, de la 3D, des choses comme ça, on n'a pas des besoins de CPU énormes. Les problèmes de mémoire, ça arrive vraiment en termes de business, ça peut arriver. Mais la database, aller taper la database, besoin de garder des données. L'exemple que je donnais tout à l'heure de dire j'ai une requête, ça fait 5 appels en database, ça je pense que c'est un truc assez classique. On est vraiment dans un monde où on est de la data, c'est vraiment selon ce que l'utilisateur nous dit qu'on va calculer des choses par rapport à ce qu'on a et qu'on va renvoyer. Donc la DB revient à un point d'étranglement assez classique. Pour rebondir du coup sur une question qui nous vient de TikTok, de ThinkSide, ces sujets de base de données, est-ce que pour toi c'est transparent quand tu sois sur des technos SQL ou NoSQL, ou est-ce que pour toi il y a quand même une distinction, enfin tu vois, selon la techno que tu vas avoir derrière, tu peux avoir des problématiques différentes? Non, c'est des... Alors, c'est quand même vraiment différent. Parce qu'il y a vraiment des façons différentes d'aborder. Alors, je veux dire que le problème sera le même. Le problème sera le même de dire que ma database ne répond pas, répond trop lentement. Mais entre du NoSQL et du SQL, on a inventé le NoSQL parce qu'on a rencontré les limites du SQL. Et les limites du SQL, c'est assez classique. Pour schématiser, c'est 1 million de lignes. Ça marche trop bien. Donc, moi j'ai eu sur une expérience précédente, alors moi j'ai eu un cas de scalabilité un petit peu différent. C'est que donc j'étais sur un site de vente aux enchères d'objets d'art. J'ai été CEO pendant 7 ans. Et en fait,
on n'avait pas de croissance ni horizontale ni verticale de l'infra, c'est-à-dire qu'on avait 2 serveurs et c'est tout. On ne pouvait pas bouger de ça, on ne pouvait pas les faire grandir ni les multiplier. Et il fallait se démerder avec ça, mais t'imagines bien qu'en 7 ans, on a développé beaucoup de features en plus, on a eu beaucoup de clients en plus, et donc il fallait réussir à progresser dans ce contexte-là. Ce qui est du coup aussi une manière de grandir un peu différente. Et c'est vrai que sur une techno, donc on était sur du MySQL principalement, moi j'avais une table qui montait à plus de 10 millions d'objets et qui répondait très bien, mais alors ça a été du travail de finesse sur le travail des index et compagnie, et on a rajouté du NoSQL avec de l'élastique principalement à côté pour améliorer la qualité de la recherche plus que la rapidité, c'est-à-dire que c'était difficile de faire aussi qualitatif en termes de résultats de recherche sur du champ texte entre du MySQL et de l'élastique. Mais tu vois, ça reste pour moi quand j'entends des gens dire que le SQL à partir d'1 million de lignes ça fonctionne plus, moi d'expérience de ce que j'ai vu, en fait le MySQL tu peux vraiment le pousser très loin, mais forcément il y a un moment il faut commencer à le manier avec finesse, quoi. Ouais, ça m'étonne pas, je suis impressionné, bravo pour l'avoir poussé à 10 millions. Mais c'est vrai que ce que tu dis, quoi, c'est-à-dire que oui, on peut aller plus loin, mais il faut être bon. Faut avoir des bons experts, tu devais avoir des DBA de qualité pour être capable d'aller justement pousser ta techno encore un peu plus loin. Et c'est vrai que là, je vais dire beaucoup de généralités où on pourra m'arrêter en me disant « Ah non, mais moi j'ai réussi à faire ça, ça a marché, etc. » Et ouais, mais voilà. Mais après, quand on est voilà, justement pour fonctionner en termes de généralité et d'idées d'échelle, pour pouvoir faire de l'archi sur papier et des chiffres sur papier comme ça, voilà, c'est pour ça que je parle d'1 million, parce que pour moi, à 1 million, t'es pas obligé de faire grand chose. Normalement, ça marche. Après, tu commences à dire, il faut être bon. Faut pas faire ça n'importe comment. Si tu fais ça, si tu commences à prendre plusieurs tables comme ça et puis faire des croisements et des joins de tables qui ont des centaines de milliers de lignes, tes appels en real time vont être de moins en moins real time. Ouais, clairement. Donc ça, c'était SQL ou NoSQL. Et donc le NoSQL, en tout cas, c'est de là d'où il vient, c'est de se dire justement, les limitations du SQL, c'est parce que c'est bien propre, c'est bien indexé, il y a des belles colonnes, mais quand on met trop, c'est trop propre pour être bien rangé. Donc en fait, en NoSQL, ça va être mal rangé, mais on pourra en mettre beaucoup plus. Donc tu auras des problèmes de scalabilité en SQL quand on aura en NoSQL, mais tu n'auras pas les mêmes. En tout cas, tu ne les traiteras pas de la même façon. Clairement. Je reviens effectivement sur ce que tu disais, on est effectivement obligé de faire des généralités. C'est vrai qu'on pourra toujours trouver des cas particuliers de contexte où ça fonctionne et compagnie, mais c'est vrai que alors déjà, comme tu le disais aussi, encore plus au-dessus, la silver bullet, donc la solution qui s'applique à tout n'existe pas. Donc voilà, c'était juste pour effectivement dire que j'entends que mon cas était particulier, c'est pas forcément une généralité à faire. Donc du coup, on se concentre sur... Donc toi, tu te concentrais sur ce goulot d'étranglement d'accès à la base de données. Est-ce qu'il y a des moments quand même où vous vous êtes dit peut-être qu'il y a des optimisations à faire dans le traitement en tant que tel, dans le dev, dans le code, où d'emblée vous étiez sur le fait que sur le réseau, il y a des requêtes qui passent d'un type de serveur à un autre, peut-être des appels à des API externes ou des microservices, ce genre de choses? Alors, on s'est concentré sur la database. Je pense que pendant un moment, et je vais me faire crier dessus par mes collègues qui sont là-bas depuis plus longtemps, mais je vais faire l'a priori que pendant un moment, comme justement la scalabilité horizontale ou verticale de la database, ça marchait bien, bon, il n'y avait pas une grosse pression à nettoyer la database. Je vais me faire crier dessus demain. Mais là, comme on est arrivé finalement, on arrivait dans le mur, on voyait qu'on arrivait dans le mur, je pense qu'on a lancé un discours vraiment fort de dire, ouais, il faut développer des features, les clients ils attendent des nouvelles features, mais là, il faut vraiment qu'on prenne du temps de nettoyer, de faire le ménage et de reprendre peut-être comment on fait. Et c'est ce travail d'abord qui a été fait, qui a été extrêmement bien fait par les équipes, c'est-à-dire de prendre en compte, de se dire maintenant, comment est-ce qu'on fait pour optimiser nos appels. D'abord, on a réussi maintenant à identifier
les appels qui étaient problématiques. On a réussi à monter un niveau de criticité, à se rendre compte qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben, quand on commence à prendre des experts de la techno en question, nous, sur MongoDB, mais quand on prend nos petits experts Mongo et qu'on leur demande comment on fait, ben, ils ont plein d'idées. Et on se rend compte qu'au quotidien, on ne se pose pas trop de questions, forcément. Et puis en plus, comme des fois, on ne se pose pas de questions. Et on a raison, parce qu'on est en train de développer une nouvelle feature, donc on a 0 utilisateur de la feature, donc on ne va pas l'optimiser. Et quand on revient des années plus tard, la feature a marché, maintenant elle a plein d'utilisateurs, comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser ? Et du coup, c'est quoi ? C'est du fine-tuning de ta config de ton Mongo ? C'est de la réécriture de tes schémas de données ? Ou c'est de la réécriture de requêtes ? Le travail principal, il se fait à quel côté ? Alors, on va dire que le travail... Le premier travail, parce que je n'ai pas envie de dire le plus simple, parce que c'était pas le plus simple du tout, mais le travail à faire d'abord, c'est un travail d'indexation, un travail sur les requêtes. C'est de se dire, mes DB, donc Mongo, NoSQL, qui sont faites pour, comme j'ai dit tout à l'heure, entasser les données n'importe comment, d'un côté, et de l'autre côté, pour les retrouver, de se dire, on va construire un index qui, là, va être de la table, de la hash table, qui va me permettre d'accéder à ma donnée extrêmement vite, parce que j'ai séparé le stockage de données et l'indexation, donc la façon de retrouver mes données. Donc le premier travail, c'est comment je fais pour faire des meilleurs index. De voir est-ce que mes index sont vraiment tapés, parce que des fois, justement, on s'est rendu compte qu'on avait des requêtes qui ne passaient pas par des index, ou qui passaient très mal par des index, et donc on devait faire des joins d'index et des trucs que Mongo te fait très bien, de façon transparente, sans que tu te rendes compte. Il arrive à se retrouver tes données, mais ça prend beaucoup plus de temps que si à la place tu lui construis des index. On a fait aussi un travail inverse, qui était de se rendre compte qu'il y avait des index qui avaient été faits, bien écrits, mais qui n'étaient jamais utilisés, et qui donc nous remplissaient des gigas de mémoire pour rien. Donc il y a le travail de nettoyage qu'il y a à faire avec. Donc il y a une vraie nécessité en fait d'audit, parce que en fait quand tu commences en fait à faire ce travail-là, de te dire je rajoute des index et je retire des index, en fait mine de rien tu commences à mettre le nez ou le doigt sur ton schéma de données, sur ta façon dont tu organises et tu ranges ta donnée. Très vite, c'est le genre de chantier qui va commencer à impacter clairement ta codebase, et qui potentiellement peut même remonter jusqu'à ton PO, en disant en fait on avait une feature qui utilisait telle donnée, mais visiblement ça nous... Enfin tu vois, est-ce que c'est remonté jusque-là ? Oui, ça doit remonter jusque-là. Nous, ce qu'on essaie d'avoir comme réflexe, et ce qui est difficile à entendre en plus quand on est développeur, c'est de dire d'abord, tu dois, si ta feature elle ne marche pas, d'abord, est-ce qu'elle a un intérêt ? Est-ce qu'elle marche ? Parce qu'on se rend compte d'avoir des features qui peuvent être très lentes, ou une feature qui va être très lente, donc très consommatrice en CPU, très consommatrice en index, et en fait on se demandait est-ce qu'elle sert, et je vais reprendre, par exemple, si je reprends mon exemple, de me dire je vais afficher mes stats d'utilisateur pour dire voilà tous les trainings que cet utilisateur a passé depuis la moyenne des trainings que l'utilisateur a passé. Bon, est-ce qu'on a besoin de calculer une moyenne des trainings que l'utilisateur a passé depuis la nuit des temps, depuis passé 10 ans ? Est-ce que c'est intéressant pour l'utilisateur ça ? Souvent, non, en fait. Souvent, en fait, on se retrouve à chaque fois à revenir un peu au même principe, c'est que plus tu as de données, plus tu as une grosse quantité de données, plus tu as un gros historique de données, je ne vais pas dire moins inintéressant, mais un peu moins inintéressant quand même, parce qu'il y a une bonne partie de la donnée qui se périme, en fait, d'une certaine façon. Donc, bien sûr, pas tous les cas. Mais ça voilà, il y a pas mal de features qui se challenge comme ça. Donc on essaye de trouver cet équilibre, de se dire ok, je lance une recherche sur comment je peux faire pour optimiser ma requête. Je lance une recherche pour voir est-ce que ma feature est pertinente. Est-ce que je peux faire ma feature de façon différente ? Est-ce que je peux afficher la même chose mais de façon différente ? Et après, il y a un mélange de ça qui est de dire il faut que je refacto ma requête, il faut que je la redesign complètement, ou alors il faut peut-être que je refacto ma feature. En me disant, peut-être que je n'ai pas besoin d'afficher un graphe, peut-être que j'ai besoin juste d'afficher une valeur. Que ça apporte autant d'intérêt à l'utilisateur, et moi ça me permet de calculer une valeur plutôt que de calculer tout un graphe. Ouais. Tu nous expliquais aussi tout à l'heure que donc vous êtes allé voir votre hébergeur pour essayer de passer
l'échelon au-dessus sur une progression verticale et que vous avez vu qu'il y avait du coup pas de temps d'échelon disponible au-dessus au bout d'un moment et que ça coûtait très cher. Est-ce que ça vous a permis de vous dire, OK, maintenant on a du temps pour plutôt mettre de l'argent sur du temps passé par l'équipe dans l'amélioration des features du dev de la base de données et autres, où il y a eu un mode urgence et du coup ça a été tout le monde sur le pont, tu vois, en termes de temps passé, parce que ça prend du temps quand même de faire tout ça, que ce soit de l'équipe interne ou de consultants externes, comment est-ce que vous avez géré cette consommation de temps supplémentaire qui permet de faire mieux fonctionner le service sans pour autant rajouter de la feature? En fait, pendant que la boîte... Enfin, nous, on a une histoire de scale-up qui est une histoire, je trouve, très traditionnelle de scale-up, mais qui est super parce que c'est vraiment... moi, j'adore être dans ma boîte. J'adore le moment où je suis arrivé dans la boîte parce qu'on est vraiment arrivé de se dire maintenant, on a des problèmes d'échelle. C'est-à-dire que tout le code qu'on avait jusqu'à présent, il grandissait en rajoutant des serveurs. Les équipes, elles étaient concentrées sur augmenter la part de marché, donc faire des nouvelles fonctionnalités. Avant tout, il fallait faire ça. Il faut faire de nouvelles fonctionnalités parce qu'on va taper une clientèle de plus en plus grande, donc il faut faire des nouvelles fonctionnalités. Par contre, voilà, il n'y a pas tant de problèmes de perf que ça, puisque de toute façon, le problème de perf, à la limite, on met plus de serveurs et ça marche. Et on est arrivé à ce moment-là où, enfin moi je suis arrivé à ce moment-là, où ça ne marche plus. Où d'un seul coup, voilà, on ne peut plus juste rajouter des serveurs. Donc cet équilibre qu'on avait, qui était, je vais dire, 90-10 pour être généreux, de dire 90% du temps, on va le passer sur faire des features et 10% sur des projets techniques, eh bien ça ne marche plus. Si on continue à faire ça, on sait qu'on va droit dans le mur. Comme en plus, on avait cette cadence, ce data qui nous permettait de voir que d'année en année, à chaque fois, on avait un pic de trafic en septembre. Et que ça revenait à chaque fois et qu'à chaque fois, notre trafic augmentait à ce moment-là. Quand on a réussi, en tirant la langue de façon compliquée, à passer le pic 2021, je crois, là, on s'est dit, OK, là, on a un an, on sait que ça va être compliqué l'année prochaine. Donc, on ne peut plus se permettre de dire, on fait du 90-10, et puis on met des features techniques, on les met en dernière priorité. Si on n'a pas le temps de faire, c'est pas grave, et puis c'est repoussé de trimestre en trimestre. Si on fait ça, on sait qu'en septembre, il n'y a plus rien qui marche. Donc les features qui sont censées nous rapporter de l'argent, d'un coup, s'il n'y a plus rien qui marche, on ne gagne plus du tout d'argent. Donc en fait, le septembre 2021, ça a fonctionné, ça a craqué un peu, mais ça a fonctionné. Mais il y avait une certitude que septembre 2022, ça allait s'éclater. C'est compliqué. J'ai peut-être une année de décalage. Je ne sais plus quand on se connaît. Mais ouais, sur le principe, c'est ça. C'est qu'on est arrivé vraiment à une année à se dire maintenant, ça... Il y a vraiment des gens, il y a vraiment des héros chez nous qui ont souffert, merci les DevOps, qui ont vraiment passé des mauvais moments à voir des appels qui pètent dans tous les sens. Et à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on augmente les DB, on redémarre des trucs. Ils ont réussi à survivre à ce moment-là, avec en plus pas mal de clients qui n'étaient pas satisfaits, parce que les erreurs, on les voyait arriver. Et donc nous, là, en fait, ça nous a donné, l'équipe technique, le poids pour pouvoir aller voir, et là on passe vraiment à un côté organisationnel, pour pouvoir aller voir vraiment les équipes, aller voir au moment où on définissait les produits, aller voir au moment où on définissait les OKR, et de dire, non, là on doit avoir des objectifs techniques avec un poids P0, P1, et qu'on peut se permettre de challenger cette feature, même si on dit que cette feature, ah oui, mais là, il y a un client qui l'attend et qui peut nous rapporter tant de milliers d'euros. Ok, mais tant de milliers d'euros versus l'intégralité des euros qu'on gagne avec la plateforme, ça reste en dessous. Donc il y a vraiment un équilibre qui a changé. Donc ça a permis vraiment de faire changer les mindsets, parce que je pense que les développeurs... voilà, on est des développeurs, il y a des problèmes techniques, on aime ça. Alors même s'il y a aussi vraiment des facettes de développement, hein. Moi, je me reconnais comme ça dans l'évolution de ma carrière, à me dire quand j'ai commencé, ce que je voulais faire, c'était des trucs qui bougent, des belles fenêtres, de l'animation. Je voulais pas faire quand je cherchais mon boulot, c'était partie de mes critères. C'est-à-dire, j'ai pas envie de faire un truc qui soit dans une console, où j'appuie sur un bouton, et puis il y a des caractères, et puis c'est fini. Moi, je voulais faire des jeux vidéo, je voulais faire des animations et des trucs qui bougent. J'aurais été un super développeur Fontaine. En fait, aujourd'hui, je suis une catastrophe en Fontaine, mais les hasards de la vie. Voilà.
Et en fait, au fur et à mesure, justement, j'ai découvert les problèmes techniques étaient plutôt des problèmes techniques de robustesse, des problèmes techniques de scalabilité, des choses comme ça. Et ça a orienté vraiment mon goût à me dire, ah, mais en fait, c'est beaucoup plus goût personnel, bien sûr. C'est beaucoup plus intéressant que de savoir à quel endroit tu vas mettre ton bouton. Ça. En plus, c'est chiant, il faut des widgets, les CSS et tout ça, ça mange jamais. Non, en fait, je préfère vraiment les problèmes purement techniques, on va dire hardcore. Et donc, je reconnais en fait dans les développeurs à qui je parle, qui vont me dire, non, mais aller optimiser des routes, c'est relou. Moi, j'ai envie de faire une nouvelle feature qui parle vraiment au client. Et d'autres qui vont être vraiment plutôt sur la performance. Mais tout ça pour dire que, voilà, avec ces problèmes, en fait, on s'est dit, en fait, c'est le bon moment d'investir du temps là-dessus, d'investir de l'énergie là-dessus et de laisser peut-être plus de pouvoir à la tech quand on arrive au moment, on va dire, qu'est-ce qu'on coupe, parce qu'il y a trop de choses à faire et ça ne rentre pas dans le trimestre. Et ben, on ne coupe pas forcément le truc qui était hors facto, optimisation. On peut couper aussi la feature qu'un client attend, parce que c'est un petit client et que c'est moins important. Et du coup, est-ce que ça a été un choix de faire une task force, qui a une capacité à aller taper toute la code base sur tous les projets, toutes les features, pour aller optimiser tout ce qui était optimisable, et du coup des gens qui sont dédiés à ça pendant un an, ou est-ce que ça a été tout le monde maintenant se consacre à ce projet-là pendant un an, pendant, je sais pas, 20% ou 30% ou 50% du temps? Alors, un peu des deux. Dans le sens qu'il y avait... donc nous, on a une équipe d'archi et une équipe de DevOps qui sont donc transverses, qui vont bosser un peu sur tous les sujets transverses. Et à côté de ça, on a une dizaine d'équipes features qui sont concentrées sur des scopes techniques. Et ce qu'on a commencé d'abord le message qu'on a commencé à dire, c'est bon, les équipes techniques, les équipes de features, hein, elles sont honneurs de leur scope fonctionnel, et leur scope fonctionnel, il doit marcher. Et ça, c'est ce qui marche beaucoup mieux de dire, tu owns ton scope fonctionnel, il doit marcher. Donc marcher, ça veut dire que ça doit marcher. Pas marcher 9 fois sur 10, ou pas marcher, ah oui, mais pas pour ce client-là. Non, ça doit marcher. Et donc, ces équipes-là, voilà, il faut leur dire, bon, voilà, tu dois travailler sur ta ressource, sur ta feature elle doit marcher, donc tu dois optimiser tes requêtes, tes routes, etc., ton code pour que ça marche. Par contre, au début, on avait juste un discours qui disait, ok, les équipes, vous vous débrouillez, mais ça doit marcher, ça doit marcher. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient un peu perdues, parce que ça faisait des années qu'on leur disait, faut faire de la feature, et à un moment, on leur dit, faut optimiser. Et quand en plus, nous, on est sur une archi monolithique, t'as un gros serveur qui fait tourner le code de tout le monde, que les DevOps gèrent, donc s'il y a un truc qui pète, c'est leur problème, c'est eux qui sont réveillés la nuit. Des fois, ton code, il marche très bien, mais il y a le code de quelqu'un d'autre qui va prendre tout le CPU, ou qui va faire planter la DB, et ton code, il marche pas, alors que t'as rien à faire, en fait. Donc, t'es forcément tout de suite un peu désarmé, ou en tout cas, pas très... moins impliqué. Quand tu passes à une archi-service où on te dit c'est ton service, c'est ton problème, et s'il marche pas, c'est ton problème, là, ok, c'est mon problème. Le monolithe, c'est le problème de tout le monde, donc c'est le problème de personne, ou en tout cas, c'est le problème des DevOps. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait commencé en disant les squads, faut que vous travailliez sur vos performances. Et en fait, on remarquait que ça faisait des OKR qui étaient améliorés, performances. Priorité 3, ça tombait parce que c'était un peu, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit, donc, là, en fait, il faut les aider, quoi. On leur a fait un cadeau pourri en disant, faites des trucs que ça aille plus vite, quoi. Donc on a fait une task force, on a fait des gens qui étaient vraiment dédiés, on a pris des gens qui étaient vraiment très très bons dans l'optimisation, dans MongoDB, qui connaissaient bien tout l'archi. Ces gens-là, ils ont travaillé sur des améliorations de performance transverses, et en plus, ils ont travaillé sur de l'éducation, sur comment est-ce qu'on fait pour entraîner les équipes, pour leur apprendre justement ces choses-là, quoi. Donc, leur donner de la data, leur donner du monitoring, leur donner des bonnes pratiques, les aider à mettre le point dans le cambouis, quoi, à faire du pair programming, à faire des choses comme ça, quoi. Essayer de prendre des problèmes en amont, de montrer, voilà, si tu codes ta feature comme ça va mal se passer. Et voilà, je pense que c'est le enfin, il faut les deux, quoi, parce que de toute façon, à un moment aussi, on essayait de se dire, bon, les archis, c'est vous qui êtes responsable de la performance. Bon, on est 5 archis sur 80 devs, part-time, on va dire, en termes de capacité de développement, quoi. On est toujours en train de revoir des docs, faire de la paperasse. On a clairement pas le temps de mettre les mains dans le code toute la journée. Donc l'impact qu'on pouvait faire sur
surtout est très limité, quoi. Et c'est quand on a pu tout mettre en synergie comme ça que ça a beaucoup mieux marché. Et à quel point cette task force qui a été montée, elle est constituée de personnes internes de la boîte versus des gens que tu viens de l'extérieur pour apporter justement peut-être une expertise qui n'est pas dispo en interne ou un regard neuf sur quelque chose pour éviter bon, on a toujours fait comme ça et ça a toujours marché. Alors, je dirais que l'avantage, c'est le fait d'être la scale-up. Et donc, donc, on était vraiment en scale-up. On a doublé de taille entre 2021 et 2022. Et en fait, donc, on a eu plein de regards neufs qui sont arrivés. Donc, on a des gens qui sont là depuis très longtemps, et c'est normal, hein, qui disent, bon, ça, on l'a déjà fait, on a toujours fait comme ça marche. Ou on a toujours fait comme ça marche pas. Ou on a essayé déjà de nettoyer les index, on a essayé de faire telle qualité, ça n'a pas marché, ou ça n'a rien changé, etc. Et en fait, en injectant du sang neuf de l'extérieur, il y a des gens qui arrivent qui n'étaient pas au courant que ça ne marchait pas, et qui l'ont fait quand même. Après, on a fait un petit peu appel à de l'externe. Ça, c'était juste avant que j'arrive, au moment où j'arrive, où j'étais en train de faire mes onboarding. Où en fait, alors il y a un bon point où on nous a dit, voilà, votre problème, c'est la database. Ce qui nous a... voilà, c'est... Forcément, je pense que... Alors, c'est compliqué parce que faire venir quelqu'un de l'extérieur, on va avoir soit quelque chose de très général, point de vue externe, donc c'est très bien quand c'est un regard frais, mais bon, c'est forcément quelqu'un qui n'a pas l'expertise du code, des gens qui sont vraiment dans le code. Et donc, ce regard frais, on l'a eu grâce aux gens qui sont arrivés dans la boîte. On a eu cette consultation extérieure qui nous a permis, oui, quand même, de comprendre qu'on avait des problèmes et de comprendre aussi que finalement, la configuration qu'on avait en termes de quantité de serveurs et comme ça, elle était en fait beaucoup plus grosse que les autres boîtes qui est de notre taille. Et qu'en fait, on avait raté quelque chose parce que ce point de vue extérieur pouvait nous dire, moi, j'ai d'autres boîtes qui vont le même genre de requêtes que vous, ils n'ont pas vos serveurs. Donc, vous pouvez, oui, payer en plus si vous voulez, mais vous faites quelque chose de... Ouais. Il y a des trucs où on peut couper, quoi. Ouais. Il y a, parce que du coup, je vois que leur temps, il y a aussi un dernier aspect de la scalabilité, moi, que j'aimerais pouvoir évoquer. Tu le disais tout à l'heure, vous êtes 5 architectes pour 80 devs. Dans la scalabilité, quand tu commences effectivement à avoir plus de features, plus de code et compagnie, bah, tu as aussi plus de devs en fait, pour produire tout ça. Et comment tu gères aussi ce passage à l'échelle? Parce que quand tu bosses dans une équipe de 2 devs versus 80 devs, on le dit souvent, c'est que quand tu multiplies ton équipe par 2, tu ne multiplies pas ta productivité par 2. Tu la multiplies en général plutôt par du 1,5, voire moins. Comment tu gères du coup aussi cet agrandissement de l'équipe? Alors nous, on a même un truc assez particulier, je pense, c'est 360. C'est que pendant un moment, parce que très récemment, je crois encore maintenant, on avait un manager pour les 80 devs. Donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup de pensée pour le manager. Et en fait, la boîte a grossi comme ça progressivement en faisant des squads, en fait, des squads où il y avait 2, 3, 4, 5 développeurs, à un moment où, comme pour tout le monde, l'argent coulait à flot et on pouvait embaucher, où le seul problème, c'est qu'il fallait trouver à embaucher. Et il fallait grossir très, très, très vite. Et je ne sais plus où je vais en venir. Qu'on a beaucoup grossi. Mais c'est vrai de se dire, comment tu scales? Je ne pense pas qu'on a encore aujourd'hui dans la boîte la réponse, parce qu'on est en réorganisation. On fait des réorgs un peu tous les ans. On fait une réorg maintenant qu'on espère d'ailleurs va nous booster, parce qu'on s'est retrouvé même un peu au milieu du quai. C'est-à-dire qu'on grossissait, on avait des plans encore de croissance assez énormes. Et puis il y a eu Silicon Valley et les NFT, tout ça. Et donc il n'y avait plus d'argent dans la Silicon Valley. Et donc on a dû se calmer sur l'embauche. Et on s'est retrouvé en fait avec des équipes qui étaient à moitié construites. On avait des équipes où il y avait 1 ou 2 devs. C'est pas des vraies équipes. Ça marche pas. Donc là on est en réorg en disant on va changer un petit peu, on va justement se dire maintenant si on avait été construit depuis le départ, comment on aurait fait? On n'aurait pas fait des équipes de 2 devs, on aurait fait des équipes de 4, 5, 6 devs,
bonne taille homogène. Et puis, on fait des scopes, et puis on essaie de trouver des scopes qui marchent bien avec les équipes. Mais du coup, vous êtes resté en mode squad tout du long. Donc aujourd'hui, vous avez quasiment une vingtaine de squads, j'imagine, peut-être ou... Alors, on a une dizaine de squads. On a 12-13 squads. On a une orga où... Donc là, suite à la réorg qui est en train d'arriver maintenant, on va avoir 12 squads de 5 développeurs. On a une squad mobile où ils sont bien plus nombreux, ils sont une douzaine. Voilà. Donc on a des squads transverses comme ça, on a nos squads de DevOps, on a des squads d'archi, on a des squads de DX qui nous permettent d'avoir des gens transverses comme ça. Mais voilà. Après, je ne sais pas si je peux parler d'organisation, je ne sais pas si on a réussi à résoudre des problèmes d'organisation. Parce qu'on est toujours en train de courir après les features, à essayer de développer plus de choses. Après, alors je sais plus si c'était au début de l'épisode ou au début du live que tu le disais, mais il y a dans la scalabilité, il y a c'est une course sans fin en fait. C'est que t'es jamais vraiment arrivé, t'es jamais en mode bon, ok, c'est bon, le problème il est réglé, on passe à autre chose. T'es toujours à mesure que tu grandis, tu rencontres de nouveaux problèmes que t'avais pas envisagés avant. Oui, malheureusement, si d'un seul coup tu te regardes et tu n'as plus de problème de scalabilité, c'est pas que tu as fait le code parfait, c'est que ta croissance elle est arrêtée. Ouais. C'est plutôt une mauvaise nouvelle plutôt qu'autre chose. En fait, le pic de trafic qu'on va arriver à chaque octobre, on a peur, mais on a encore plus peur de ne pas le voir arriver. On se dit, mince, ça n'intéresse plus personne. Donc il y a du boulot. Ouais. Alors je note parce que du coup je pense que ça fera une bonne citation d'épisode. Si tu n'as plus de problème de scalabilité, c'est que ta croissance est arrêtée. Voilà, c'est noté. Du coup, donc sur cette croissance d'équipe, sur cette année que vous avez passée en vous disant, voilà, on a des choses à améliorer, est-ce que du coup, sur toutes les personnes que vous avez onboardées sur cette année, il y a eu un gros focus en vous disant, ok, maintenant, il faut que tous les mecs comprennent, ou toutes les personnes qu'on prend dans l'équipe, mecs ou femmes, on va chercher que des gens qui ont eu des sujets de scalabilité, de performance. Tu vois, est-ce que c'est devenu vraiment le sujet principal de l'année, quoi? Alors, on l'a pas pris, je pense, en cherchant des profils spécifiques. Je pense quand même que la variété des profils, c'est ça qu'il faut chercher avant tout. Il faut chercher des gens qui sont différents et des gens qui sont bons et qui sont différents. Mais sans vouloir se dire il faut que forcément j'ai des gens qui soient passés par telle expérience. On a fait ça pour monter certaines équipes où on s'est dit on a monté une équipe intelligence artificielle, on va aller chercher des gens qui ont de l'expérience dans l'intelligence artificielle. Mais derrière, on s'est plutôt dit on recrute des gens, mais par contre la scalabilité ça s'apprend. Faut pas non plus imaginer que ça se règle sans problème, ça s'apprend. Et comme en plus on est une boîte de learning, on a quand même un focus en interne, c'est de pas être hypocrite, de dire on apprend. Notre motto du moment, c'est Upskill from within, donc s'améliorer de l'intérieur, vraiment améliorer de la boîte de l'intérieur. Et c'est ça, c'est ce qu'on essaye de faire passer. En termes d'archi, on a vraiment cette responsabilité-là. On arrive dans des équipes, on va avoir des profils juniors, des profils plus expérimentés, mais on a en tout cas un mix, et on a un job de mentorat à faire, d'essayer d'inculquer peut-être justement des problèmes de scalabilité, des problèmes d'archi, des problèmes de design, de l'inculquer à tout le monde. On a pris on est plutôt des grisonnants dans l'équipe archi. Et donc on a notre expérience à partager. Et donc ça s'apprend. Et donc on fait beaucoup de training, on utilise beaucoup de notre propre plateforme pour montrer aux gens, pour montrer aux devs, il y a des performances, il y a des trucs à faire, il faut scaler. Ok. Et du coup, avec autant de squads, vous fonctionnez en Scrum, en Kanban, vous avez une méthodologie particulière pour coordonner autant de monde? Alors en fait, on a une méthodologie. Alors, donc on a des squads en fait qui ont des scopes qui sont normalement à peu près définis, donc ils sont pas censés se marcher sur les pieds plus que ça.
On a un ownership de code qui est assez ouvert, en fait. Je trouve que par rapport à d'autres expériences que j'avais, on encourage justement une squad, si elle a besoin d'aller modifier le code, elle va modifier le code un peu partout. Et puis, pas besoin d'aller faire une requête à la squad machin pour qu'ils aillent modifier leur collection. Donc, t'es ton dev, tu vas modifier partout, les autres ils vont être au courant, ils vont regarder. Donc les squads, elles sont vraiment orientées d'un point de vue feature. Elles ont leur PM, elles ont leur designer, et elles vont développer leur feature, et elles iront taper dans le code où il faut comme il faut. C'était quoi la question? Comment vous étiez organisé en termes de Scrum, Kanban en termes de Scrum. Et en fait, donc chaque squad étant maître de son domaine, derrière, on les laisse finalement vachement libres dans la façon de travailler. Et ça c'est un truc qui m'a fait assez plaisir en arrivant, justement. C'était de voir que... donc moi, en tant qu'archi, je suis référent de plusieurs squads. Donc j'ai mon nez dans différentes squads sans faire partie de la bande passante d'une squad. Je peux débarquer, je peux venir en disant qu'est-ce que vous faites, vous bossez comme ça, c'est n'importe quoi. Je dis pas ça. Je peux justement voir comment bossent des différents squads, et je vois des squads qui bossent de façon différente. Donc ils bossent vraiment dans le vrai sens agile, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des façons de bosser qui leur allaient à eux, et qui changent quand ils ont besoin de changer, mais qui n'ont pas pris un format carré, systématique, vendu, en disant vous devez faire du scrum, vous devez faire un sprint planning, un grooming, compter des story points, etc. Et il faut livrer ça comme ça, et tout le monde doit faire pareil, et combien tu as livré de points ce mois-ci. Donc, voilà. Donc des équipes qui bossent de façon assez indépendante, qui bossent sur leurs features, des archis transverses, des PM et des designers qui sont intégrés dans l'équipe, donc ça leur permet justement de développer leurs features entre elles. Moi j'aime beaucoup je suis biaisé, mais j'aime beaucoup le job d'archi qu'on fait chez nous, parce qu'on a cette partie transverse où on va influencer les équipes en prenant justement des autres, mais on se retrouve après entre archi à discuter, donc on arrive à peu près avec du filtre, avec nos capacités, à remonter de la connaissance d'un peu toutes les équipes, et puis à les regrouper dans 5-6 têtes, et échanger des choses, trouver des idées, on se rend compte qu'il y a des problèmes transverses, et derrière faire redescendre des solutions transverses, les proposer. On est vraiment dans un mode consulting, on n'est pas du tout dans un mode hiérarchique. Les squads viennent me poser des questions, me poser des problèmes. Je dis, je pense que tu devrais faire comme ça. Des fois, ils me disent, ok, merci, et puis ils font autre chose, parce qu'ils ont trouvé une meilleure idée. Et tant mieux, c'est leur boulot, c'est leur quotidien, et c'est certainement pas à moi de leur dire, non, en fait, c'est... Ton quotidien, il devrait être... La vérité, c'est ça. Voilà, la vérité, c'est ça. C'était ce qui me hantait quand j'ai pris le taf, c'était de me dire, est-ce que vos archis, c'est les archis dans des tours d'ivoire qui de temps en temps descendent en disant, c'est comme ça qu'il faut développer les gars, et puis qu'après, sont... Je vois. Écoute, c'était top. Je pense qu'on a appris plein de choses sur ce passage à l'échelle. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast IFTTD. La première, c'est est-ce qu'il y aurait une ressource, un contenu, quelque chose que tu souhaiterais recommander à l'ensemble des auditeurs? Alors oui, il y a un site que j'aime bien, c'est developer2architect.com, où en fait c'est un Mark Richards, qui est un architecte américain qui est sacrément balèze, qui a écrit pas mal de bouquins, et qui donc distille sa sagesse dans des vidéos hebdomadaires de 10 minutes, et qui sont très faciles à digérer, très faciles à se dire, c'est lundi matin, plutôt que d'ouvrir ma boîte mail, allez, je regarde la vidéo du moment, j'apprends des choses sur la scalabilité, sur les autres illisibilités, l'élasticité, machin, tout ça. Et voilà, une petite goutte de knowledge facile à digérer. Canon. Et la dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Tabulation. Tabulation. On a bien inventé cette touche sur le clavier, autant qu'à servir à quelque chose. Je vois. Top. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet épisode. Merci à toi, c'était un plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, des vrais sujets de scalabilité comme on les aime.
Comme on le disait avec Guillaume, c'est vrai que c'est des sujets qui font toujours un petit peu rêver. C'est plein de nouveaux jouets, c'est plein de problématiques. Et parfois, effectivement, on se destinait à du front-end pour au final être sur du console log à mesurer des temps de réponse. Mais c'est aussi un kiff en soi. Et moi, mon kiff, c'est de voir aussi tous ces partages et tous ces messages que vous m'envoyez sur ce podcast et sur la série d'épisodes spéciaux qu'on a fait cet été. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.